Mes chers collègues, vous me permettrez tout d'abord de vous saluer toutes et tous et de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 et de vous remercier de votre présence. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, mes chers collègues, la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable et la Commission des Affaires économiques sont réunis conjointement ce matin pour 2 auditions consacrées au projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire et au projet de loi organique associé. Nous entendrons successivement les représentants des 2 acteurs directement concernés par la réforme, le président de l'autorité de sûreté nucléaire que je salue, Bernard Doroszczuk, et le directeur général de l'Institut de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, Jean-Christophe Niel. Je vous rappelle que la Commission des affaires économiques saisie pour avis se réunira pour examiner le texte le 30 janvier. Le projet de loi et le projet de loi organique seront ensuite examinés ensemble en Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le mercredi 31 janvier, puis en séance publique le mercredi 7 et le jeudi 8 février. Un vote solennel sur l'ensemble des 2 textes est prévu le mardi 13 février prochain. Pascal Martin a été désigné rapporteur par la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable et Patrick Chaize, rapporteur pour avis par la Commission des affaires économiques. Les auditions des rapporteurs ont commencé dès le début du mois de janvier. Vous avez déjà eu l'opportunité de vous exprimer dans ce format, Monsieur Doroszczuk, mais il nous a semblé essentiel que vous puissiez également nous présenter votre point de vue en plénière devant les commissaires de nos 2 commissions et l'ensemble des groupes représentés. Il y a près d'1 an, la fusion entre l'ASN et l'IRSN avait été proposée par le gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi accélération nucléaire à l'Assemblée nationale. Nous avions été nombreux au Sénat à déplorer la méthode employée par le gouvernement que la présidente Primas allait avoir qualifiée d'insupportable pour cause cette proposition n'avait fait l'objet d'aucune concertation ni d'aucune évaluation et n'avait pas été soumise à la première Assemblée saisie, le Sénat. À cet égard, il est heureux que la proposition du gouvernement ait finalement été rejetée par les députés. Malmené, le Parlement a réagi par le biais d'une saisine de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX, par la Commission des affaires économiques du Sénat. Initiative que je souhaite à nouveau saluer. Le rapport de l'OPEX de Stéphane Piednoir et Jean-Luc Fugy est paru en juillet dernier. Ses conclusions ont alimenté le projet de fusion par le gouvernement dont nous sommes aujourd'hui saisis. Avant de céder la parole à la présidente Dominique Estrosi Sassone, j'aimerais partager l'état d'esprit qui est le mien à l'amorce de ce chantier législatif. Sans entrer à ce stade dans les considérations de fond concernant l'opportunité de la réforme. Notre priorité, et je le dis en tant que président de la commission en charge des politiques de prévention des risques, est claire. Nous souhaitons maintenir notre sûreté nucléaire à un niveau d'exigence le plus élevé possible, en l'adaptant aux enjeux de notre décennie et à celle à venir. L'opportunité de la relance du nucléaire dans notre pays, qui constitue un débat majeur pour notre nation et qui nous mobilisera dans le cadre du projet de loi souveraineté énergétique, est une problématique d'un autre ordre. Ne nous y trompons pas, le texte qui va nous mobiliser dans les prochaines semaines ne nous amène pas à nous positionner pour ou contre l'énergie nucléaire. Il nous est demandé de réfléchir au cadre le plus adapté pour nos concitoyens pour assurer leur sécurité, pour protéger la santé, la salubrité publique, la protection de la nature et l'environnement, tout en garantissant un niveau de transparence satisfaisant. Vous l'aurez compris, il me semble nécessaire de dissocier les 2 sujets, même s'ils sont liés. Un système de sûreté irréprochable et une transparence préservée, voire accrue, sont des conditions sine qua non de l'acceptabilité sociale du nucléaire, sans laquelle la relance de la filière ne pourra pas se faire. Je cède maintenant la parole à ma collègue Dominique Estrosi Sassone, président de la Commission des affaires économiques, avant de vous laisser, Monsieur Doroszczuk, nous partager les premiers éléments dans le cadre d'un propos liminaire. Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, à la suite du Président Longeot, je souhaite effectivement vous adresser également mes meilleurs vœux pour l'année 2024 et souhaiter, puisque nous sommes en audition commune de nos deux commissions, eh bien que sur des textes où nous serions amenés encore à travailler ensemble, cher Jean-François, nous puissions le faire comme nous allons le faire tout au long de l'examen de ce texte sur le projet de fusion entre l'ASN et l'IRSN. Monsieur le Président,
Monsieur le directeur de l'ASN, messieurs les rapporteurs, et je salue bien évidemment Pascal Martin et notre rapporteur pour la Commission des affaires économiques, Patrick Chaize, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Longeot de l'organisation de ces auditions communes dans le contexte de la relance de la filière française du nucléaire, la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection proposée par le gouvernement peut constituer une opportunité pour consolider les processus d'expertise, d'instruction, d'autorisation et de contrôle. Pour autant, cette réforme ne peut réussir que si elle ne déstabilise pas les règles de sûreté et de sécurité, la disponibilité des compétences et, in fine, la confiance du public. C'est pourquoi l'examen du projet de loi soumis au Sénat doit être approfondi et exigeant en pesant les avantages mais aussi les inconvénients de la réforme. Je rappelle, comme l'a fait d'ailleurs le président Longeot, que la Commission des affaires économiques, que j'ai l'honneur de présider à la suite de Sophie Primas, a expurgé la loi Nouveau Nucléaire du 22 juin 2023 de toute référence au premier projet de réforme pour lui préférer une saisine de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX. En rejetant les amendements qui avaient été présentés à la hâte par le gouvernement après le vote massif du Sénat sur ce texte, nous nous sommes opposés à une réforme mal anticipée et mal évaluée. En saisissant l'OPEX, nous avons remis les parlementaires au cœur des enjeux. Je constate, de fait, que le nouveau projet de loi est plus abouti. Il est le fruit des travaux préalables de l'OPEX, d'une dizaine de saisines d'organismes consultatifs et d'1 an de concertation sociale. Il arrive donc à un moment crucial où la France s'apprête à se fixer de nouveaux objectifs de construction de réacteurs nucléaires, dont le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, dont nous aurons à débattre prochainement, qui définira notre prochain cap énergétique, également la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui déclinera ce cap réglementairement. Aussi, je souhaiterais, Monsieur le Président, vous poser 4 questions. En premier lieu, au regard des exemples étrangers, quels sont les bénéfices attendus d'un modèle de sûreté nucléaire et de radioprotection intégré tel que pratiqué aujourd'hui aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Espagne? Ce modèle a-t-il un impact positif avéré sur la fluidité des processus, sur le partage des informations et sur l'attractivité des métiers? En second lieu, que pensez-vous du calendrier proposé par le gouvernement pour réaliser la réforme? Cette réforme, source inévitable de désorganisation, met-elle en risque la relance de la filière française du nucléaire? À l'inverse, est-elle une nécessité pour faire face à l'afflux des dossiers de création de réacteurs nucléaires ou des dossiers de prolongation? Autre point, que pensez-vous des suites données dans le nouveau projet de loi au rapport de l'OPEX? S'agissant des recommandations sur la séparation entre l'expertise et la décision ou sur la publication des rapports et des avis, le renvoi au règlement intérieur de la future autorité de sûreté est-il adapté? Et certaines recommandations ne sont-elles pas omises? Je pense ici à la nécessité, selon l'OPEX, du rappel du caractère indépendant de l'autorité dans son intitulé, du renforcement des groupes permanents d'experts, de l'amélioration de la gestion de crise, de l'institution d'un département de recherche ou encore de la coordination entre sûreté et sécurité nucléaire. Enfin, au-delà de cette réforme, quelle est votre vision de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de demain? Car nous nous apprêtons, je l'ai dit, à légiférer pour les prochaines décennies, la mise en service des premiers réacteurs nucléaires n'étant pas attendue avant 2036-2037. Dans ce contexte, ne faut-il pas mieux intégrer les nouveaux risques tels que la résilience des réacteurs nucléaires au changement climatique et leur cyber-résilience? Ne faut-il pas mieux tenir compte des nouveaux acteurs du nucléaire, dont les opérateurs des petits réacteurs modulaires? C'est un point d'attention pour notre commission qui a complété en ce sens notre arsenal législatif dans la loi Nouveau Nucléaire du 22 juin 2023. Je vous remercie
Et donc, à mon tour, je vous laisse la parole avant que nos deux rapporteurs puissent effectivement vous poser un certain nombre de questions. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de nous accueillir pour cette audition consacrée à la réforme du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Comme vous l'avez souhaité, j'interviendrai de façon liminaire, de manière assez courte, et nous répondrons avec Olivier Gupta, directeur général de l'ASN ici présent, à vos questions. J'avoue, Madame la Présidente, que je ne sais pas si je dois répondre à toutes vos questions dans les propos liminaires, mais elles reviendront si vous en étiez d'accord. Je pense que nous pourrions procéder de cette manière. Merci beaucoup. Alors, le 20 décembre 2023, le Conseil des ministres a validé un projet de loi visant à créer une nouvelle autorité indépendante chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce projet s'appuie sur les recommandations de l'OPEX, vous l'avez rappelé, dans son rapport de mi-juillet dernier. La création de cette autorité est motivée, selon le gouvernement, par les perspectives de développement du nucléaire, inégalées depuis le plan Messmer il y a 50 ans, pour faire face aux enjeux majeurs de souveraineté énergétique et pour lutter contre le dérèglement climatique. Une réflexion sur l'organisation du système de contrôle actuel dans un tel contexte n'est pas illégitime. C'est la responsabilité du gouvernement de le proposer une réforme s'il l'estime nécessaire, et c'est bien entendu la responsabilité du Parlement d'en décider. Le système actuel de contrôle a 20 ans. Il est le résultat d'évolutions successives intervenues à l'occasion d'étapes importantes en termes de choix de politique nucléaire et de retour d'expérience d'événements marquants concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection, tant en France qu'à l'étranger. Ce système a fait ses preuves en temps de paix, c'est-à-dire avec un parc d'installations à contrôler stable, voire en décroissance. Cependant, si les nouvelles perspectives de développement du nucléaire, perspectives particulièrement ambitieuses dans notre pays, sont confirmées, dans les 20 ans qui viennent, le système en place devra affronter un contexte hors norme, sans précédent depuis le début de l'épopée nucléaire en France, pour lequel il n'a pas été conçu. Ce sera un contexte hors norme en termes de charge de travail et d'autorisation à délivrer, tant sur les installations existantes que pour le nouveau nucléaire, dans un environnement en pleine mutation, avec de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies, vous avez évoqué les SMR, et de nouveaux usages du nucléaire. Le système de contrôle devra en outre anticiper les enjeux liés au dérèglement climatique, vous l'avez souligné, mais aussi à l'innovation et au développement des usages numériques, dont l'intelligence artificielle, tant dans les domaines de la sûreté que de la radioprotection, dans le secteur médical, mais aussi dans le secteur industriel. Dans un tel contexte, l'organisation actuelle ne pourra pas assurer ses missions avec efficacité sans un renforcement substantiel de ses moyens et de ses compétences, et sans une évolution de son organisation et de ses modes de fonctionnement. Ce point est central et se posera quel que soit le système qui sera retenu. Le système de contrôle devra à la fois changer d'échelle, gagner en efficacité et éviter la dispersion des compétences techniques et scientifiques rares dans un contexte de tension sur les ressources. Il lui faudra développer de nouveaux modes de dialogue technique, moins séquencés qu'actuellement, et plus adaptés aux phases de maturation et de mode de gestion des projets qui lui sont présentés. Dès lors, pour rendre ces évolutions réalisables, il n'est pas hors de propos d'envisager un système dans lequel une seule et même entité maîtrise l'ensemble des activités nécessaires au contrôle. Le choix d'un système intégré est d'ailleurs celui fait par une grande majorité des pays occidentaux ayant des ambitions nucléaires. Si cette réforme était décidée, elle devra s'opérer sans amoindrir le niveau actuel de transparence,
ainsi que les compétences techniques et scientifiques de l'ASN et de l'IRSN, qui sont indispensables à la confiance du public dans le contrôle. Cela est tout à fait possible dans une organisation resserrée dont l'indépendance, véritable clé de voûte de notre système, devra être renforcée. Ces évolutions et le succès de leur mise en œuvre supposeront l'engagement de chacun, tant de l'ASN que de l'IRSN et de leur personnel, ainsi qu'une ambition porteuse de sens. Les personnels des deux entités sont fortement engagés dans leur mission et je tiens à leur rendre hommage. Une bonne partie d'entre eux se connaissent, s'apprécient, travaillent ensemble. Des parcours croisés existent entre les deux entités, au bénéfice de tous. Tous les personnels techniques de l'ASN et de l'IRSN disposent d'une formation de haut niveau et aucun n'est ignorant de la science. L'ASN et l'IRSN font beaucoup ensemble et séparément pour impliquer les parties prenantes dans les processus d'instruction, de dialogue technique et de concertation, et pour développer une culture de sécurité et de radioprotection au sein de la population. Il est tout à fait possible de créer un système intégré, au moins aussi sûr et transparent que le système actuel. S'il est créé, ce système bénéficiera, comme aujourd'hui, de l'appui de groupes permanents d'experts, pluralistes et externes à l'autorité, qui permettent un débat riche et une prise de recul par rapport aux conclusions des expertises et aux arguments des industriels. Face à cela, il ne me paraît guère rationnel de prétendre, comme certains le font, que le système de contrôle risque de s'effondrer d'ici 10 à 15 ans si la fusion était décidée. Un tel système intégré existe depuis longtemps à l'étranger, dans des pays qui ont un niveau d'expertise scientifique et d'exigence comparable au nôtre. L'ASN et l'IRSN sont deux entités dont l'excellence est reconnue, tant en France qu'à l'étranger, et qui partagent la même raison d'être, celle de la protection de la population et de l'environnement. Il n'y a pas de raison objective de penser que cette excellence et cette raison d'être commune disparaîtraient au seul motif que les deux entités seraient fusionnées au sein d'une nouvelle autorité indépendante. C'est au contraire cette excellence dans tous les domaines, de la recherche à l'inspection, en passant par l'expertise et la décision, et c'est la reconnaissance comme référence internationale dans tous ces domaines d'activité qui doivent être au cœur des ambitions de la nouvelle autorité si sa création était décidée. Voilà, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais dire en introduction, et bien évidemment, je reviendrai sur toutes les questions que vous avez soulevées, Madame la Présidente, au cours du débat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre rapporteur, Pascal Martin. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'ASN. Le président Longeot a rappelé, il y a quelques minutes, la priorité qui a guidé mon travail en tant que rapporteur pour la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur ce projet de loi relatif à la sûreté nucléaire et plus particulièrement à sa gouvernance. Il convient d'évoquer le maintien de notre sûreté nucléaire à un niveau d'exigence le plus élevé possible en l'adaptant aux enjeux de notre décennie et de celles à venir. J'ai organisé durant les premières semaines de janvier une vingtaine d'auditions afin d'entendre l'ensemble des parties prenantes sur ce texte. J'ai également souhaité travailler, je pense, en très bonne intelligence avec la Commission des affaires économiques, saisie pour avis sur le fond sur 4 articles du projet de loi de finances, du projet de loi sur la sûreté nucléaire. Certaines de ces auditions ont ainsi été organisées conjointement avec Patrick Chaize, dans un excellent climat, et je m'en félicite. Monsieur le Président, nous vous avons déjà entendu au tout début du cycle d'audition. C'était d'ailleurs la première audition. Au terme de ces différentes auditions, j'ai identifié 5 enjeux centraux sur lesquels je souhaiterais vous entendre. Premier enjeu,
l'humain. La sûreté nucléaire repose d'abord sur des compétences, sur des experts et des chercheurs qui doivent être au cœur de notre réflexion. Je l'avais déjà rappelé en tant que rapporteur budgétaire sur les crédits relatifs à la prévention des risques, la relance du nucléaire nécessitera la création de 100 000 postes durant les 10 prochaines années. Dans ce contexte fortement concurrentiel, nous devons être particulièrement attentifs à assurer l'attractivité de la sûreté nucléaire. Dans l'hypothèse de la création d'une nouvelle autorité de sûreté nucléaire, comment la nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pourrait-elle être suffisamment attractive, notamment pour les jeunes chercheurs et experts? Comment éviter que la période de transition indispensable entre l'ancienne et la nouvelle organisation ne se traduise pas par une fuite de compétences? Deuxième enjeu, non moins important, la transparence. Les Français ont aujourd'hui très largement confiance en la robustesse de notre système de sûreté nucléaire. Cette confiance, elle est le fruit, vous l'avez rappelé, d'un travail de plusieurs décennies de tous les acteurs, qui s'est notamment traduit par un effort accru d'information légitime du public. Pour assurer l'acceptabilité de la relance du nucléaire, il est à mon sens souhaitable de continuer à renforcer cette transparence. L'exposé des motifs du projet de loi évoque, je cite, « une transparence renforcée vis-à-vis du public ». Comment l'ASNR renforcerait-elle, selon vous, la transparence de la sûreté nucléaire, alors que l'IRSN publie aujourd'hui l'ensemble de ses avis d'expertise? Comment la future autorité pourrait-elle assurer un niveau au moins équivalent de publication? Troisième enjeu, la distinction entre expertise et décision. C'est un principe fondamental de notre système de sûreté nucléaire qui a été évoqué tout au long de nos auditions. Dans l'organisation actuelle, les décisions en matière de sûreté nucléaire sont prises par l'ASN, tandis que l'expertise est généralement déléguée à l'IRSN pour les décisions les plus importantes. La réforme propose d'intégrer expertise et décision au sein d'une même autorité dans un souci de simplification administrative, renforçant la lisibilité et l'opérationnalité des services. Quelle forme, Monsieur le Président, pourrait prendre la distinction entre expertise et décision au sein de l'organisation unique proposée par le gouvernement? Quatrième et avant-dernier enjeu, la recherche. L'IRSN exerce aujourd'hui une activité de recherche en matière de sûreté nucléaire qui nourrit son activité d'expertise. Cette recherche appliquée, dont l'excellence est reconnue internationalement, serait conservée dans le cadre de la future ASNR. Le transfert à une autorité administrative indépendante d'activités de recherche peut susciter quelques interrogations. La recherche nécessite de nombreux partenariats avec d'autres établissements de recherche, mais aussi avec les principaux industriels du nucléaire, qui seront également contrôlés par la future autorité. L'ASNR pourrait-elle poursuivre les partenariats engagés entre l'IRSN et les principaux industriels du nucléaire, sans risque déontologique de conflit d'intérêts? Enfin, le dernier enjeu que j'identifie est plus juridique. Madame la présidente Estrosi Sassone l'a évoqué. Il s'agit des conditions d'élaboration du règlement intérieur de la future autorité. J'ai pu constater au cours de mes auditions que la plupart des sujets les plus sensibles, relatifs notamment à la déontologie, à la publication des travaux d'expertise et à la distinction entre expertise et décision, sont renvoyés, légitimement, là encore, on peut le comprendre, au règlement intérieur de la future autorité. Cette option a l'avantage de la souplesse. Il ne faut pas tout figer dans la loi. Si le législateur fait le choix de la fusion, les grandes orientations devront être décidées par le législateur, puis l'ASNR devra les appliquer dans son règlement intérieur. C'est le principe même d'une autorité administrative indépendante. Cette solution plus souple peut présenter cependant un inconvénient. Il n'est pas garanti que les solutions adoptées par l'ASNR soient totalement conformes à l'esprit du législateur. Comment, et c'est ma dernière question, Monsieur le Président, garantir que sur des enjeux aussi cruciaux que la déontologie, la transparence et la distinction entre expertise et décision, la volonté du Parlement soit respectée? Vous semble-t-il envisageable de prévoir, par exemple, la saisine pour avis
de l'OPEX sur le projet de règlement intérieur de la future ASNR. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous allons maintenant donner la parole au rapporteur de la Commission des affaires économiques, Patrick Chaize. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, la Commission des affaires économiques, dont je suis le rapporteur sur ce projet de loi, est saisie de l'examen au fond de 4 articles sur les réformes du Haut-Commissaire à l'énergie atomique et les règles de la commande publique applicables au projet de réacteur nucléaire. Elle est saisie de l'examen pour avis des autres articles du texte ayant trait à la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Dans le cadre de mes travaux préalables, toujours en cours, j'ai entendu une quarantaine de personnalités à l'occasion d'une vingtaine d'auditions. Je remercie le rapporteur Pascal Martin de la qualité de nos échanges pour les auditions que nous avons pu mener en commun. À mon tour, je souhaiterais, Monsieur le Président, vous poser plusieurs questions sur la réforme proposée par le gouvernement. Ma première question concerne l'application de cette réforme. D'une part, compte tenu de la nécessité pour la nouvelle autorité d'élaborer un règlement intérieur, vous voyez, j'y viens aussi, étoffé et de négocier des conventions collectives. L'échéance du 1er janvier 2025 est-elle tenable? D'autre part, votre mandat devra prendre fin en 2024, sans possibilité de renouvellement. Ne faudrait-il pas prévoir, dès aujourd'hui, la désignation d'un préfigurateur? Ma deuxième question porte sur le statut de la future autorité. Si le statut d'autorité administrative indépendante est de nature à garantir l'indépendance de cette nouvelle instance, celui d'autorité publique indépendante lui aurait conféré une autonomie budgétaire et une souplesse de gestion. Regrettez-vous le choix opéré par le gouvernement? Ma troisième question concerne les missions de la future autorité. Lors de votre audition par notre commission le 8 mars 2023, sur le premier projet de réforme proposé par le gouvernement dans le cadre de la loi Nouveau Nucléaire du 22 juin 2023, vous aviez regretté que la sécurité des installations nucléaires civiles ne figure pas parmi les missions de la nouvelle autorité. Est-ce toujours votre position? Ma quatrième question porte sur l'organisation de la future autorité. Le projet de texte renvoie à son règlement intérieur la séparation entre les processus d'expertise et d'instruction conduits par les services, d'une part, et les processus d'élaboration des avis et des décisions prises par le collège, d'autre part. Ne faut-il pas viser d'autres actes? Les cas où les décisions sont prises par le collège sont peu nombreux, lors de 40, je crois. Ne faudrait-il pas étendre ce champ de compétences? Le projet de texte renvoie également au règlement intérieur le soin de définir les activités d'expertise et d'instruction qui devront faire l'objet de publications. Est-ce que cela offre des garanties suffisantes? Certains rapports, avis ou décisions ne devraient-ils pas être d'emblée rendus publics sous réserve des secrets protégés par la loi? Ma cinquième série de questions porte sur le personnel de la future autorité. Tout d'abord, la réforme garantira-t-elle l'accueil des salariés de l'IRSN dans des conditions équivalentes à leur situation actuelle? Plus encore, la complexité des instances de représentation des personnels et des modalités de négociation des conventions collectives ne fait-elle pas peser le risque d'une autorité déséquilibrée à deux vitesses entre les agents publics et les agents privés? Enfin, la jurisprudence constitutionnelle prohibe la délégation de fonctions inséparables de la souveraineté nationale à des agents étrangers, de même que la recherche d'infractions pénales par des agents privés. Ne faudrait-il pas inscrire ces garde-fous s'agissant des personnels habilités? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Bien, merci, messieurs les rapporteurs. Donc, monsieur Doroszczuk, vous allez répondre à nos rapporteurs. Bien, écoutez, merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Présidente et Messieurs les rapporteurs. Vous avez posé de très nombreuses questions, mais heureusement, certaines de ces questions se recoupent et je me permettrai de les rassembler. Tout d'abord, je voudrais revenir sur
la question que vous posiez, Madame la Présidente, en ce qui concerne finalement l'enjeu et ce que l'on peut attendre d'une telle réforme. Je pense, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, que la situation face à laquelle nous allons nous trouver dans les 20 ans qui viennent, si bien évidemment les projets gouvernementaux qui viendront dans le cadre d'une loi différente, vous l'avez souligné, en termes d'ambition nucléaire pour le pays, étaient adoptés. Nous aurons à faire face à un volume de travail que nous n'avons jamais rencontré, y compris lors de l'épopée nucléaire des années 80-90. À l'époque, il s'agissait de construire un parc, certes puissant, mais de réacteurs, alors qu'il n'y avait pas encore en charge à gérer le passé. Aujourd'hui, nous avons à la fois à nous interroger sur la poursuite de fonctionnement de ce parc de 56 réacteurs, nous avons à travailler sur le démantèlement des installations anciennes qui ont été mises à l'arrêt, et en parallèle, nous avons à nous mobiliser sur les nouveaux projets, qu'il s'agisse des gros réacteurs comme le PR2 ou qu'il s'agisse des petits réacteurs qui sont très innovants comme les SMR. Tout cela représente une charge de travail que nous n'avons jamais connue. Et donc il faut, vous l'avez souligné, vous avez cité le mot, rechercher une organisation qui soit efficace, mais qui préserve bien évidemment les acquis du dispositif tel que nous connaissons aujourd'hui en termes de transparence et en termes de culture de sûreté et d'exigence de sûreté. C'est possible. Je l'ai dit dans mon introduction, mais lorsque l'on se compare à nos homologues étrangers, il y a de très nombreux pays dans le monde qui ont une organisation resserrée. C'est le cas aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, au Japon, en Finlande, des pays qui ont des projets de développement nucléaire. Et il y a une intégration à la fois des phases d'expertise et des phases de décision, et certaines de ces autorités disposent également de capacités de recherche. Donc un tel système vers lequel il est proposé d'évoluer existe à l'étranger et il a, me semble-t-il, montré sa robustesse. Il n'y a d'ailleurs pas de débat au niveau international sur le niveau d'exigence et le niveau d'expertise scientifique de ces autorités, qui est un très haut niveau également. Donc on peut tout à fait imaginer. Je pense que la souci d'efficacité, la réduction des délais d'instruction, qui aujourd'hui sont des délais qui tiennent compte du fait qu'il y a deux autorités sous des gouvernances différentes, peut être un objectif pour la mise en place de la nouvelle autorité. Il y a nécessairement, quand il y a deux autorités, deux entités, un frictionnel d'une certaine manière, une organisation d'interface à gérer. Une seule autorité est de ce point de vue un moyen plus aisé de mettre en place des procédures qui sont plus adaptées à la gestion des demandes qui nous sont formulées. Il y a un certain nombre de doublons, de redondances qui existent aujourd'hui entre l'ASN et l'IRSN. Je vais citer quelques exemples. Nous avons deux organisations de crise. Il y a, lorsqu'un événement se produit, il y a d'abord une sollicitation de l'IRSN en tant qu'expert qui imagine, au vu des informations dont il dispose, les possibilités de développement de ces situations accidentelles et propose à l'ASN, c'est la loi qui le prévoit, propose à l'ASN des mesures qui sont à mettre en œuvre en termes de protection des populations, qu'il s'agisse d'évacuation, qu'il s'agisse de confinement, qu'il s'agisse de prise de comprimés d'iode. Ces mesures sont analysées, bien évidemment, par l'ASN, et c'est l'ASN qui, au vu de son analyse, porte ces recommandations auprès du gouvernement, qui est le décideur. Ceci introduit un chaînage qui est, d'une certaine manière, frictionnel également. Et il conviendrait, dans une organisation unique, d'avoir une gestion de crise unique et un centre de crise unique. Nous avons le part et d'autre des relations internationales. Nous sommes l'un et l'autre reconnus comme possédant un très haut niveau d'expertise et d'exigence au niveau international. Il m'arrive parfois de me déplacer, enfin souvent d'ailleurs de me déplacer, mais parfois il m'arrive d'avoir mes homologues qui ont les capacités de décision et d'expertise au sein de leurs mêmes autorités, qui me disent bah, tiens, le mois dernier j'ai vu l'IRSN, ou le mois prochain je verrai l'IRSN. Et nous parlons des mêmes sujets, qui sont nos sujets communs. Ce n'est pas efficace. Lorsque nous sommes dans des discussions internationales, à l'AIEA, lorsqu'il y a des décisions à prendre sur l'évolution des règles de sûreté ou des problématiques nouvelles, par exemple, quels sont les niveaux d'exigence de sûreté sur les nouveaux réacteurs, les SMR, où là on est tous, d'une certaine manière, confrontés au même démarrage dans le monde entier, porter une voix unique de la France en termes d'expertise et de décision sera beaucoup plus robuste. Et puis, il y a bien sûr la totalité du processus d'instruction avec la phase d'expertise,
la phase d'analyse avant proposition de décision auprès du collège, pour les décisions les plus importantes, qui aujourd'hui est un processus qui comporte des interfaces, puisque ce sont deux entités différentes qui ont des priorités qui peuvent être différentes. La priorité d'instruction, en fonction des enjeux, il faut qu'il y ait une seule autorité qui le décide, au sein décideur qui le décide. Donc voyez-vous, voilà toute une série d'avantages qui me semblent extrêmement importants de souligner dans la mise en place du nouveau dispositif. Alors, quels sont, à la limite, les risques ? Les risques ont été évoqués à plusieurs reprises, par vous-même, par les rapporteurs. D'abord, il y a d'abord un sujet qui est, j'aime bien cette expression du rapporteur Martin, l'humain. Je pense que nos missions reposent essentiellement sur une expertise, sur une compétence qui repose sur les hommes et les femmes qui constituent les deux entités. Et face aux enjeux et au volume de travail que j'évoquais, ces ressources humaines vont être extrêmement sollicitées. D'ailleurs, il faudra les renforcer, quelle que soit la décision qui sera prise. Et substantiellement, si nous n'avons pas des renforts de manière substantielle, nous ne tiendrons pas la route. Ce n'est pas possible de l'imaginer. Et ces hommes et ces femmes, je l'ai souligné, travaillent déjà aujourd'hui ensemble. Ils ont la même raison d'être. Nous ne sommes pas en concurrence d'une certaine manière. On n'est pas avec deux visions différentes. Nous n'avons l'un et l'autre qu'une seule mission, c'est la protection des personnes et de l'environnement. Il n'y a pas une entité qui serait avec une capacité scientifique d'analyse et une autre qui prendrait en compte des enjeux autres que celles de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce n'est pas vrai. Parfois, j'entends cela en disant oui, mais l'ASN tient compte d'autres circonstances ou d'autres éléments qui viendraient ici ou là perturber l'analyse scientifique du sujet. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons exactement la même raison d'être et nous appuyons sur les mêmes éléments. L'ASN est composée à 70% d'ingénieurs, d'experts, d'universitaires, de médecins, de pharmaciens. Nous ne sommes pas ignorants de la science. Il n'y a pas d'un côté une expertise scientifique éclairée par la science et de l'autre côté une expertise réglementaire qui ne connaîtrait pas les bases scientifiques. Donc voyez-vous, je pense que ces sujets liés à l'humain, à la manière de travailler ensemble, qui existent déjà, sont les sujets qu'il faut absolument prendre en compte pour que cette décision, si elle est confirmée, de fusion, soit un succès. Et tout ça dans un contexte, cela a été rappelé, un chiffre a été cité, un contexte de forte tension sur les ressources. Il a été dit que dans les 10 années qui viennent, il y a 100 000 collaborateurs qui devront être recrutés par la filière nucléaire. C'est vrai, 10 000 par an. Ça met une tension sur les ressources qui est considérable. Et dès à présent, un certain nombre de personnes, qui sont notamment des experts ou des chercheurs de l'IRSN, sont sollicitées par soit des exploitants actuels, soit des futurs exploitants, dans le cadre des SMR, et qui leur offrent des déroulements de carrière avec des conditions financières qui sont assez avantageuses. Donc il y a un risque, si nous n'avons pas une politique ambitieuse en matière d'attractivité de la future autorité, il y a un risque qu'il y ait de perte de compétences et il faut s'en occuper immédiatement, et quelle que soit d'ailleurs la décision qui sera prise. Donc je milite pour qu'il y ait effectivement des décisions fortes en termes d'attractivité, et je pense, pour revenir à la question des avantages, qu'avoir une entité unique comportant de multiples métiers et activités, composée de plus de 2200 ou 2300 personnes, c'est aussi un moyen d'offrir des parcours de carrière à l'intérieur de l'autorité avec différentes missions tout au long de la carrière. C'est aussi un argument d'attractivité qu'il faut intégrer et il me semble que c'est positif. Ensuite, par rapport aux questions que vous posiez, il y a la question, bien évidemment, du calendrier de la réforme. Ça a été posé à plusieurs reprises, si la réforme est décidée, et je le lis au sujet de ressources humaines qu'on vient d'évoquer. Et face à la charge de travail que j'ai citée, nous sommes dans une phase de montée en charge qui est importante. Elle est importante dès à présent. Elle le sera encore plus dans les 3-4 ans qui viennent. J'estime que le pic d'activité, compte tenu de l'ensemble des projets et des intentions qui ont été affichées par le gouvernement ou les exploitants, devrait se produire plutôt vers 2027 ou 2028 en termes de charge de travail. Mais ça monte déjà. Et donc, si l'on veut tirer bénéfice d'une réforme du système de contrôle, il faut le faire maintenant. Si on attendait, ce serait plus possible de le faire avec une charge de travail qui va encore monter
d'ici 2027 et 2028. Et si cette réforme est décidée, il ne faut pas qu'il y ait d'incertitude entretenue vis-à-vis des personnels. Il faut que les personnels des deux entités sachent le plus tôt possible si la réforme est décidée et les conditions dans lesquelles elle sera mise en place. Et la date du 1er janvier 2025 est ambitieuse, mais elle est nécessaire. S'il y a trop de périodes d'incertitude, cela risque d'augmenter ce que vous signaliez en termes de départ, de départ de personnel. Nous ne voyons pas clairement quels sont les rôles qu'ils auront à jouer, les postes qu'ils auront à tenir dans la future autorité. Vous avez posé à plusieurs reprises la question de la distinction entre expertise et décision comme étant un sujet qui préoccupe, bien évidemment, et c'est tout à fait légitime, lorsque l'on est en face à une telle évolution d'organisation. Je pense qu'il y a d'abord deux questions à poser. La première question, c'est celle, mais finalement, une autorité de décision, comme l'autorité de sûreté nucléaire, peut-elle disposer en son sein d'une capacité d'expertise interne ? La réponse est clairement oui. Il n'y a aucune règle, et notamment dans le domaine nucléaire, qui interdise à une autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de disposer en interne d'une capacité d'expertise, d'avoir une expertise intégrée, et donc de ne pas faire appel, sauf cas particulier, à une expertise externe. D'ailleurs, les nombreux cas que je citais, exemples à l'étranger, existent. Et nos homologues à l'étranger sont, comme nous, obligés de respecter les règles internationales et sont évalués sur le respect de ces règles internationales qui sont fixées par l'AIEA. Donc c'est oui, clairement oui, on peut avoir une fusion. Ceux qui disent non, c'est pas normal, c'est pas dans les règles, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, pour contrôler et pour pouvoir décider de manière responsable, une autorité indépendante doit nécessairement disposer des compétences internes et de haut niveau. Je dirais que cela est une condition nécessaire à l'exercice d'un contrôle indépendant. Il ne s'agit pas de recopier des avis qui sont émis par l'extérieur. Il s'agit d'avoir une véritable analyse, une capacité de challenge de ce qui est proposé par les industriels, mais aussi éventuellement par les experts que nous sollicitons lorsque nous en avons besoin. Et donc la nécessité d'une capacité d'expertise interne est absolument nécessaire. Et quand on regarde les autorités indépendantes en France, dans les autres domaines, eh ben, elles ont, certaines d'entre elles en tout cas, elles ont une capacité interne d'expertise. Et donc la réponse est clairement oui, on peut tout à fait rassembler, fusionner dans une seule et même entité une expertise. Et la seconde question, c'est celle finalement de, quand on est dans une telle configuration, comment distinguons-nous, comment devons-nous distinguer la phase d'expertise interne et la phase de décision interne? Et ça, c'est tout à fait important. Alors, quand on regarde la situation actuelle, la manière dont nous fonctionnons avec l'IRSN, face à une demande, eh ben, contrairement à ce que certains prétendent, il n'y a pas de barrière étanche entre les équipes de l'ASN et les équipes de l'IRSN. Pendant la totalité du processus d'expertise, les équipes de l'ASN sont associées aux équipes de l'IRSN. Il y a des échanges, et alors il y a des échanges avec les exploitants. Le dialogue technique est continu pendant la phase d'expertise, comme il l'est d'ailleurs, une fois l'expertise rendue, continue dans la phase de préparation de la décision. Donc il n'y a pas de séparation étanche entre les deux entités. Pour autant, il faut des règles. Pour autant, il faut des mesures qui permettent effectivement de distinguer la responsabilité de l'expert de la responsabilité du décideur. Donc ça, je pense que c'est un principe qui devrait clairement figurer dans la loi pour qu'il y ait une séparation, une distinction, entre la responsabilité de l'expert et la responsabilité du décideur. Et ceci, quelle que soit, et je reviendrai sur une question que vous avez posée, quelle que soit la situation de recours ou non à une expertise, parce qu'il y a des cas où nous n'avons pas besoin de faire appel à une expertise, parce que les personnes qui décident disposent eux-mêmes de la compétence pour décider. Mais ce principe de séparation me semble important. Il faut l'inscrire dans la loi. Et par rapport à la question que vous posez, les modalités, vous avez posé finalement à plusieurs reprises la question du règlement intérieur. Les modalités d'application de ce principe doivent être définies dans le règlement intérieur. D'abord, pourquoi ? D'abord, c'est le principe même, c'est la loi organique de 2017,
concernant la totalité des autorités administratives ou publiques indépendantes qui définissent ce principe, en disant c'est la loi qui définit les grands principes de fonctionnement de ces autorités, et c'est le règlement intérieur, c'est dans la loi de 2017, qui définit les modalités d'application. Est-ce que ce règlement intérieur, qui, en tant qu'autorité indépendante, bien évidemment, il doit être préparé et validé in fine par l'autorité indépendante, est-ce que au cours du processus d'élaboration de ce règlement intérieur, est-ce qu'il y a des consultations, est-ce qu'il y a des avis, des présentations des projets qui peuvent être organisés? Bien sûr, il me semble tout à fait légitime que le Parlement souhaite, dans le processus d'élaboration du règlement intérieur, qui sera validé par l'autorité, par le collège de l'autorité, c'est d'ailleurs dans la loi de 2017, qu'il y ait des phases d'échange et des phases de concertation. Et je pense de ce point de vue-là que c'est au Parlement de décider quels seraient les interlocuteurs de l'autorité pour pouvoir avoir cet échange sur le projet de règlement intérieur. Ça peut être l'OPEX, ça peut être les commissions, c'est à vous à le décider. Mais je pense que cette phase de consultation, elle peut tout à fait être retenue comme étant un principe. Donc voilà en ce qui concerne la séparation expertise-décision. Il me semble que le point focal, c'est véritablement la distinction entre la responsabilité d'expertise et la responsabilité. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont des personnes différentes qui doivent pouvoir être mobilisées sur ces deux sujets. Vous avez évoqué les questions de transparence à plusieurs reprises. Alors, la question de la transparence, tout à l'heure, je le dis et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous disposons aujourd'hui en France, dans le domaine nucléaire, d'une transparence qui est extrêmement développée comparativement à ce qui existe dans le monde. Nous avons de nombreuses actions en matière d'information, d'association, de transparence, de dialogue technique, d'association de la société civile au processus que nous déroulons et aux décisions que nous prenons. C'est un modèle qui est, pas unique, mais enfin qui est très développé, que je suis amené d'ailleurs régulièrement à présenter à mes homologues, qui essayent de s'en inspirer. Donc il faut le préserver. Et je ne vois pas en quoi la mise en place d'une nouvelle autorité, rassemblant deux entités qui, l'une et l'autre, ou en même temps, ensemble, réalisent des actions d'information, de transparence ou de concertation, pourrait conduire à menuiser ce haut niveau de transparence et d'information. Donc franchement, je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être un sujet d'inquiétude. Je pense que le projet de loi va même plus loin que ce qui existe actuellement. Et notamment, il prévoit, et c'est tout à fait logique, et c'est légitime par rapport aux demandes auxquelles nous trouvons, c'est de dire, pour certains sujets, bien sûr pas pour tout, mais pour certains sujets qui sont des sujets en général à fort enjeu, pour lesquels il y a un souhait de l'ensemble des parties prenantes d'être partie prenante justement au processus, il faut afficher d'entrée de jeu, lorsque l'on démarre une instruction, que sur ces sujets, il y aura une association particulière des publics à différentes étapes de l'expertise et de l'instruction. Ce qui supposera, bien évidemment, que les résultats intermédiaires des expertises et des instructions soient rendus publics. Sinon, on ne peut pas associer les personnes. Mais il faut le cibler sur les missions, les sujets qui sont à fort enjeu. Bien évidemment, je peux en citer quelques-uns pour donner quelques exemples. Par exemple, la poursuite d'exploitation des réacteurs du parc d'EDF au-delà de 50 ans ou de 60 ans. C'est un véritable sujet. Sur un sujet comme celui-là, nous avons déjà organisé, avec d'ailleurs le Haut Comité pour la transparence et sur la sûreté, l'information et la sûreté, sur la sûreté nucléaire, nous avons organisé tout au long du processus d'instruction des phases de rendez-vous avec les CLI, avec la population, avec les parties prenantes, pour pouvoir exposer où nous en étions, pour pouvoir tenir compte de leur avis dans le processus de décision. Il y a un autre exemple sur lequel nous sommes aujourd'hui dans une configuration homologue, c'est la décision que nous serons amenés à prendre pour la mise en service de CIGEO. C'est un processus d'instruction qui est relativement long. Nous avons la demande d'autorisation de création en cours d'instruction de la part de l'ANDRA, et la décision que nous prendrons sera à l'horizon 2027-2028, qui fait d'ailleurs référence à ce que je disais en termes de charge de travail. Nous avons décidé d'avoir un processus étagé par étapes qui conduira à des échanges avec la population. Donc ce qui figure dans le projet de loi, qui paraît une nouveauté, quelque chose de supplémentaire en termes de transparence, c'est de dire, finalement, chaque année,
la future autorité présentera à l'OPEXT, présentera au Haut Comité pour la transparence les sujets sur lesquels elle propose qu'il y ait tout au long du processus d'instruction ce dialogue technique avec, bien évidemment, publication des résultats. Ça, c'est une avancée. Pour ce qui concerne le reste de la transparence, je veux dire qu'il faut faire attention à ne pas restreindre la problématique de la transparence à la seule publication des avis d'expertise de l'IRSN. Bon, certes, c'est un sujet qui est en débat, qu'on met sur la table. C'est clair, c'est important. Mais il y a beaucoup d'autres publications qui sont aujourd'hui réalisées et qui ne sont pas en débat. Nous réalisons chaque année 1800 inspections. Les conclusions, les rapports de ces inspections sont tous publiés à l'issue de l'inspection, au fil de l'eau. Ces rapports d'inspection, je peux vous le dire, sont très largement exploités par les membres des CLI, par les associations, pour pouvoir interpeller les exploitants. Lorsque nous relevons un écart ou lorsque nous émettons une demande forte au motif que l'exploitant n'est, selon nous, pas tout à fait en ligne avec ce que nous attendons, bien évidemment, ce même exploitant est interpellé quasiment immédiatement à la CLI qui suit, à la réunion de la CLI qui suit, sur la base du rapport d'inspection. 1800 rapports. Il y a 350 avis de l'IRSN, il y a 1800 rapports par an de l'ASN. Nous avons des rapports d'expertise qui sont réalisés par des groupes permanents d'experts. Ce n'est pas l'IRSN, c'est un autre groupe qui va subsister d'ailleurs, qui sont des groupes permanents qui réunissent des experts scientifiques, universitaires, des représentants d'autorités étrangères. Voilà, c'est un groupe très large, des experts non institutionnels. Ces groupes permanents d'experts, sur les gros sujets, émettent des avis, et ces avis sont publiés. Nous avons tout un travail qui est réalisé dans le cadre d'un comité de gestion ou directeur sur les situations post-accidentelles, où nous travaillons sur la culture de la sécurité avec des ateliers qui associent les riverains des installations nucléaires avec l'aide des CLI. Et tout ça est public, tout ça c'est une forme d'association pour pouvoir renforcer la culture de la sécurité et de la radioprotection. Donc ce que je dis, c'est nous avons un système qui est extrêmement développé, qui est reconnu, qui est en avance par rapport à nos homologues. Je ne vois pas de raison fondamentale à ce que ce système soit réduit. Il ne s'appuie pas que sur les expertises de l'IRSN, il est beaucoup plus large que ça, et le projet de loi prévoit une avancée supplémentaire en termes de transparence et qui me paraît tout à fait bénéfique. Alors, il y a la question de la séparation. J'ai évoqué la séparation entre l'expertise et la décision. Il y a le travail sur lequel nous sommes engagés avec l'IRSN pour préparer la fusion. Je reviens sur la question du calendrier. Je disais tout à l'heure que le 1er janvier 2025 est, de mon point de vue, nécessaire, compte tenu des enjeux, d'une part, et compte tenu du fait qu'il ne faut pas prolonger la période d'incertitude dans laquelle nous nous trouvons. L'anticipation de cette échéance n'est pas uniquement une question liée à la discussion sur le projet de loi. Il faut bien évidemment travailler également, c'est ce que nous avons fait, nous avons lancé en accord avec l'IRSN, avec les personnels, sur une réflexion en matière de préfiguration de la future autorité. Donc en termes d'organisation, en termes de mise à plat de certains processus. Et si vous le souhaitez, on pourra y revenir. Je donnerai la parole à Olivier Guipla pour qu'il précise la manière dont le processus d'instruction et d'expertise est aujourd'hui en cours de finalisation avec l'IRSN. Donc nous avons engagé un travail avec l'ensemble des représentants de l'IRSN à travers des groupes. Il y a 12 groupes de travail, à travers un comité de concertation avec les représentants du personnel pour pouvoir se préparer au cas où, à l'hypothèse où finalement la loi serait votée. Et donc on essaye de mettre de notre côté tout ce qui est nécessaire pour pouvoir démarrer de manière opérationnelle au 1er janvier. Pardon. Oui, je suis désolé. Mais il y a aussi beaucoup de questions. Bien, donc je reviens sur la question que posait monsieur le rapporteur Chaise, sur effectivement, mon mandat se termine au mois de novembre, c'est lié à ce que je viens de dire. Donc, quelle que soit la décision qui sera prise, je ne serai pas présent si
s'il était décidé de mettre en place la nouvelle organisation au 1er janvier. Vous dites, faut-il désigner un préfigurateur? Je pense que ça, c'est une question qu'il faut voir avec les personnalités qui sont en charge de la nomination du futur président. Ça, c'est une responsabilité qui incombe au président de la République, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait démarrer ce processus d'identification du futur président de l'autorité, peut-être un peu plus tôt que ce qui était réalisé précédemment, pour que si la loi était votée, par exemple à l'été, cette personne puisse être impliquée un peu plus tôt, non pas le 12 novembre, c'est la date de la fin de mon mandat, mais peut-être dès le début de l'automne, sur la fin de la mise des discussions qui ont été engagées, avec une véritable casquette de préfigurateur de la future autorité, puisqu'il aura été identifié, avec bien évidemment l'étape essentielle qui devra être celle de l'audition par les chambres, par les commissions des deux chambres, avant d'être certain que c'est lui qui prendra la suite. Alors, je reviens sur deux sujets, et je n'aurai pas le temps, je suis désolé, je suis trop bavard d'évoquer toutes les questions, mais je reviens sur deux questions que vous avez évoquées qui me semblent importantes. C'est la question de la sécurité, la séparation entre la sûreté des installations nucléaires et la sécurité. Donc, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que j'en pense, et est-ce que la position que j'avais exprimée par le passé est toujours la même? Alors, je vous confirme que oui, que l'autorité de sûreté nucléaire estime que la sécurité des installations nucléaires civiles est un sujet qui devrait être intimement lié à la sûreté des installations nucléaires civiles. Pourquoi? Parce que les deux sujets, sécurité et sûreté, sont intimement liés. Les actes de malveillance qui sont du ressort de la sécurité ont nécessairement un impact en termes de sûreté. Et donc il faut avoir, de notre point de vue, une approche globale des questions de sécurité et de sûreté. J'avais proposé, et mes prédécesseurs également, que la responsabilité en tant qu'autorité de la sécurité des installations civiles soit confondue, rapprochée, fusionnée avec les missions de l'ASN en matière de sûreté. C'est ce qui se passe à l'étranger. La quasi-totalité des autorités étrangères ont la double compétence sécurité et sûreté sur les installations nucléaires civiles. Je ne parle pas des installations nucléaires de défense, où il est tout à fait logique que ça soit traité de manière séparée. Et donc, d'une certaine manière, je regrette le choix fait par le gouvernement dans le texte de prévoir que l'expertise en matière de sécurité des installations nucléaires civiles soit retirée du portefeuille de la future autorité et confiée à l'autorité nucléaire de défense, qui n'a pas de compétences aujourd'hui particulières sur les installations nucléaires civiles. Donc c'est un sujet qui me semble être un sujet sur lequel le Parlement doit se positionner. Et je pense que c'est un sujet qui prend d'autant plus d'importance dans le futur, qui prendra d'autant plus d'importance dans le futur, notamment avec le développement des SMR. Aujourd'hui, la sécurité est assurée avec toute une série de barrières physiques et de moyens de force de l'ordre pour intervenir en cas d'intrusion sur un site nucléaire. À partir du moment où on est dans une perspective d'avoir des installations, des petites installations, des micro-installations nucléaires qui soient diffuses, notamment dans le tissu industriel, pour assurer la décarbonation, on ne pourra pas avoir les mêmes barrières. Il va falloir avoir une sécurité, comme d'ailleurs une sûreté intrinsèque, qui sera assurée par la conception même. Et donc avoir une seule autorité qui est capable d'englober à travers son expertise et sa décision les sujets de sécurité et de sûreté intrinsèque me semble être la voie qu'il faudrait privilégier. Ce n'est pas le choix fait par le gouvernement. Je maintiens la position que nous avions exprimée. Bien évidemment, nous ferons comme il sera décidé. Bien, écoutez, on va peut-être ouvrir les questions. Voilà, on va peut-être ouvrir les questions. Et vous aurez certainement l'opportunité de répondre de nouveau. Voilà, si je n'ai pas répondu à certaines questions, oui, mais que vous estimez importantes, n'hésitez pas à me le souligner. Et j'y reviendrai. Merci. Bien, merci. Vous avez déjà répondu à certaines questions parce que Stéphane Demilly m'a demandé la parole et il a dit qu'il avait eu la réponse à sa question. Moi, j'ai 5 demandes de parole. J'en ai un peu plus, je crois que j'en ai une dizaine. D'accord. Et puis on a 30 minutes.
Donc, je vais donner la parole à Monsieur Fagna. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'ASN. Merci pour ces premiers propos et ces premiers éclaircissements. Ma première interrogation porte sur le risque de désorganisation qui serait fortement préjudiciable à la création de cette nouvelle entité si d'aventure elle devait voir le jour au moment où la filière électronucléaire en aurait le plus besoin. Vous l'avez évoqué dans vos propos, le pic d'activité interviendra d'ici à 2027-2028. Nous avons toutes et tous en tête l'opposition du personnel, notamment de l'IRSN, à ce projet de fusion, avec le risque mis en lumière par le rapporteur Pascal Martin d'une fuite aussi de compétences au moment où il faudra, bien au contraire, en accumuler d'autres au sein de la nouvelle entité. Et aujourd'hui, le risque est, à mes yeux en tout cas, bien trop important au regard du fonctionnement qui a déjà fait ses preuves de ce système dual. Et nous pouvons regretter que dans le rapport qui a été mené par l'OPEX, c'est le scénario de la fusion qui est présidé à tous les débats et non pas celui de l'approfondissement et du renforcement de ce modèle pour lequel d'ailleurs les deux entités avaient déjà été force de proposition il y a quelques années et parlé d'une voie commune pour le renforcer. Ma deuxième interrogation, elle porte sur l'acceptation. Il en a été question. C'est le parlementaire du département certainement le plus nucléarisé de France qui vous interroge à ce sujet, puisque dans le département de la Manche, et plus encore dans la presqu'île du Cotentin, nous avons 3 entités, 3 sites nucléaires concentrés sur un périmètre géographique éminemment restreint. Une usine de production, une centrale de production, celle d'EDF, et qui verra le réacteur de l'EPR bientôt être mis en service, une usine de retraitement, celle d'Orano-la-Hague, et évidemment le site historique de Naval Group, de l'ancienne DCN, où sont fabriqués les sous-marins nucléaires. Et il existe 3 CLI sur ce territoire, et nous devons avoir à l'esprit évidemment la mise en garde faite par l'ANCLI à l'égard de ce projet de fusion et le risque au moment où la filière est appelée à être relancée et aussi à opérer une mutation considérable avec, et vous l'avez vous-même évoqué, la création des SMR qui vont être bien plus diffus sur notre territoire et qui rejoint une question éminemment importante d'aménagement du territoire et de notre politique énergétique, et bien voir nos concitoyens être particulièrement inquiets si d'aventure le système de contrôle, d'expertise et de régulation était appelé à être affaibli. Et ma question donc sera de savoir si à vos yeux, quels sont les véritables avantages comparatifs aujourd'hui entre ce projet de fusion tel qu'il est imaginé dans l'avant-projet de loi et celui d'un approfondissement de ce système dual qui malheureusement n'a pas été à nos yeux assez expertisé. Et si d'aventure approfondissement de ce système dual il devait y avoir, serait-il toujours opportun de maintenir ce projet de fusion? Je vous remercie. Évelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le gouvernement souhaite que la fusion, si elle est votée bien entendu, puisse entrer en vigueur en 2025. Tout le monde sait qu'un rapprochement entraîne des contraintes de réorganisation de tout type, informatique, sociale, commerciale, communication, en rendant le coût totalement exorbitant, notamment par la prolongation des délais. J'aurais 2 questions à vous poser, Monsieur le Président. En combien de temps est-ce que vous pensez que cette fusion pourra être réalisée? Et est-ce que les bénéfices prévisionnels qui sont escomptés vont être largement compensés par les dépenses qui, en tout état de cause, vont être beaucoup plus importantes que celles qui sont initialement prévues? Merci de votre réponse. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Devinaz. Merci, Monsieur le Président. J'avais une question sur la transparence, mais comme elle a été posée par notre rapporteur Pascal Martin, je ne reviens pas dessus. Monsieur le Président, vous avez souligné que ces 2 organismes, sur le plan international, sont reconnus pour leur expertise et pour la sûreté nucléaire. Du reste, la Cour des comptes a souligné l'efficacité de ce système dual, et vous comprendrez qu'on est en droit de s'interroger sur la concomitance de la relance du nucléaire et de cette réforme. Hier au soir, en écoutant le président de la République, je me suis demandé si cette réforme ne s'inscrivait pas dans le triptyque qu'il a souhaité rappeler: faire plus vite, faire moins cher
faire mieux. Et d'où ma question, est-ce que cette orientation est-elle le meilleur moyen de renforcer le binôme sûreté et sécurité nucléaire? Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je vais tout d'abord revenir donc sur la relance de la filière nucléaire pose forcément la question de la sûreté nucléaire, un sujet particulièrement sensible pour notre population, ce qui conditionne l'acceptabilité, qui va conditionner l'acceptabilité des nouveaux projets de construction d'EPR annoncés. Je reviens sur la période de trouble, je vais la qualifier en fait ainsi, connue l'année dernière à l'annonce de la fusion des deux entités. Fusion qui, je le rappelle, avait déjà été évoquée par d'autres gouvernements. Des oppositions internes aux structures ont été exprimées. Cette annonce a-t-elle eu concrètement un impact sur vos structures en matière de ressources humaines, notamment le départ de personnel depuis cette première annonce? Vous évoquez une condition de réussite, ça a été dit à plusieurs reprises, face à la montée en puissance en expertise, mais aussi en volume de travail. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une garantie sur le renforcement des moyens et des compétences si la fusion devait être réalisée? Et enfin, concernant le projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance dont il est question aujourd'hui, avez-vous connaissance d'une étude d'impact réalisée, étude d'impact qui nous est très chère ici, particulièrement au sein de notre Assemblée? Et puis, enfin, pourriez-vous nous préciser la façon dont vous avez été associé à la préparation de ce projet de loi? Je vous remercie. La parole est à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que quand on s'occupe de risques, et avec Pascal Martin, on a tous les deux eu des responsabilités de collectivité, il y a un point qui est extrêmement important, c'est de penser en dehors de la boîte, out of the box, comme on dit en bon français. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde des gens qui réfléchissent et se posent des questions que personne ne se pose. Et ce qui veut dire, donc ma question est, est-ce que, parce qu'on entend bien qu'il va y avoir énormément de boulot, que donc l'ASN va se retourner vers le collège d'experts ex-IRSN avec beaucoup de demandes, ce qui pourrait saturer totalement la capacité de recherche et de réflexion de l'ex-IRSN, on va l'appeler collège d'expertise pour l'instant. Donc, quelles sont aujourd'hui les garanties que vous apportez sur la sûreté? Je vous rejoins sur la sécurité. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins tout à fait, il ne faut certainement pas découpler les deux pour que ce collège d'experts, finalement en toute indépendance, puisse se poser des questions, y compris ne se pose pas la partie ASN. Ça, c'est un point extrêmement important. Parce que vous avez cité l'exemple américain, où effectivement on est sur une structure intégrée, mais nous avons aux États-Unis beaucoup de labos de grandes universités qui travaillent aussi de manière indépendante sur les mêmes questions, ce qui permet de maintenir cet échange, voire cette friction sur des questions qui ne sont pas au cœur finalement de ce que vous pourriez vous définir comme prioritaire. Donc ma question, je n'en poserai pas d'autre. Il y a la question de la transparence et qui est au cœur, mais on reparlera à d'autres moments. Donc, comment maintenez-vous cette capacité de penser à des choses auxquelles personne n'a pensé, soit en interne, ou est-ce que, pour justement, y compris en termes, finalement, ça a été posé comme question justement pour la confiance de la population, est-ce qu'on cherche aussi, finalement, à mobiliser des labos en dehors de la nouvelle entité pour continuer de se poser des questions que personne ne se pose? Alors, à côté, le voisin, Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents. L'objectif affiché est de fluidifier, de simplifier. Est-ce qu'on ne va pas aboutir exactement à l'inverse, avec cette association de deux cultures qui sont très différentes? Vous avez d'ailleurs parlé de priorités différentes tout à l'heure. J'aimerais bien que vous nous donniez des précisions sur ces priorités différentes entre l'IRSN et l'ASN, parce qu'on risque de perdre cette différence, et je pense qu'elle est essentielle. Donc avec ces deux cultures, est-ce qu'on ne va pas avoir une internalisation des tensions qui sont déjà existantes, mais qui peuvent se cristalliser dans une même structure et donc être source de perturbations? Je pense que
Aujourd'hui, on fonctionne non pas seulement avec une dualité, mais avec un triptyque, avec l'exploitant, l'IRSN et l'ASN, qui permet d'avoir toujours un tiers qui peut observer les deux autres. Et on a entendu que c'était quelque chose de très, très important pour notre sûreté. Donc voilà, merci. La parole est à Marta de Cidrac. Merci, Président. Je vous remercie pour toute votre intervention, Monsieur le Président. Vous nous avez vanté aussi, effectivement, votre capacité à travailler en bonne intelligence avec l'IRSN. La qualité de ces deux entités a été rappelée par tous les collègues qui se sont déjà exprimés. Vous sembliez dire également que, de toute façon, quoi qu'il en soit, si cette fusion doit avoir lieu, il va falloir dans la loi inscrire la séparation entre la partie décisionnelle et la partie expertise. Donc en réalité, moi je me pose encore la question de savoir quel intérêt aujourd'hui véritablement de fusionner, d'autant plus que dans vos propos liminaires, vous avez aussi expliqué qu'au regard de cette charge qui monte, pour un tas de raisons, il va falloir de toute façon, dans cette future entité, faire appel aussi à de l'expertise externe. Donc, comment la voyez-vous, cette expertise externe? D'où proviendrait-elle? Et quelle sera en réalité la capacité, dans ce moment crucial pour la France, de pouvoir gérer tout ce qui doit être géré, à la fois pour le parc vieillissant et pour le parc futur, puisque cela a été rappelé également par un de mes collègues, nous allons traverser une période de turbulence le temps que cette nouvelle entité se mette correctement en place. Je vous remercie. Alors, la voisine de Marta, la présidente Prima. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci effectivement de vos propos. Moi, j'aurais peut-être deux petites questions pratico-pratiques. On va prendre le cas de la corrosion sous contrainte. Qu'est-ce qui aurait été différent si nous avions déjà cette future entité probable? Qu'est-ce qui aurait été plus vite? Est-ce que le problème aurait été détecté de la même façon? Est-ce que les solutions auraient été les mêmes? Est-ce que la sécurité aurait été la même et sa sûreté aurait été assurée de la même façon? Sur un cas pratique, qui est ce problème de corrosion sous contrainte, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui, pour vous, et pour EDF d'ailleurs, et donc pour la sûreté de nos concitoyens, aurait été mieux, en fait, en réalité? La deuxième, c'est que vous avez, deuxième question, un rapport aux militaires et à la liaison. Il y a évidemment des compétences chez vos ingénieurs, et c'est les ingénieurs qui sévissent, si j'ose dire, dans le militaire, des critères d'excellence qui sont les mêmes et des critères de compétences qui sont les mêmes. Il y a vraiment une séparation, parce que si je prends le secteur de l'aérospatial, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont utilisées à la fois dans le militaire et dans le civil. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi de la compétence croisée à faire entre ces deux secteurs? Merci. Je vais donner la parole à Nadège Havet, puis j'en aurai terminé pour les demandes de parole pour la commission, si d'autres ont envie de... Merci, Monsieur le Président. On parlait compétences, donc je continue sur cette même thématique. Vous avez parlé de 100 000 postes sur 10 ans, donc 10 000 par an. Est-ce que on connaît tous les problématiques de recrutement dans certains secteurs? Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà identifié les compétences rares qui nous manquent? Et l'offre de formation, qu'elle soit en alternance ou continue, sera-t-elle suffisante pour atteindre les objectifs en matière de RH? Je vous remercie. Alors, je vais terminer avec 4 prises de parole pour la Commission des affaires économiques. Fabien Gay. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bon, vous nous présentez là, le projet de fusion sous un beau jour, ce qui est évidemment très bien, suivant la position où vous êtes. Mais on sait la réalité. Pourquoi ce projet de fusion est forcé? Parce qu'il y a une volonté politique du gouvernement de relancer très rapidement le nucléaire. On a eu un projet de loi, d'ailleurs, pour accélérer un certain nombre de choses, dont nous, d'ailleurs, nous avons soulevé un certain nombre de questions, notamment sur les questions de transparence, et qui n'est pas que des simplifications administratives. Parce que de toute façon, nous, tant que communistes, on a toujours été pour le nucléaire à deux conditions. Un haut statut pour les salariés et la transparence pour les populations. Et donc, sur ce biais-là,
On ne peut pas s'en passer. Et la deuxième chose, c'est que, en réalité, dans le triptyque EDF ou exploitant ASN, IRSN, on a toujours considéré, vous avez toujours considéré que l'IRSN était un caillou dans la chaussure et que prenait des expertises sans la question industrielle. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire ce projet de fusion pour essayer justement d'accélérer. C'est ça la volonté. Et la dernière chose, c'est la rationalité économique, efficience, même si en réalité, elle va être bien plus complexe. Moi, je passe sur les questions de transparence, même si on aura le temps d'y revenir dans le débat parlementaire, parce que pour vous, pour l'ASN, il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens, mais par contre, sur l'IRSN, dont les avis sont rendus publics depuis 2015, je pense qu'il y aura un certain nombre de reculs. Moi, j'en viens sur la question des salariés. Il y a des craintes du côté de l'IRSN, mais aussi chez vous, ce qui est normal, parce que c'est plutôt les votes, d'ailleurs, qui sont sur contrat de droit public, qui sont des fonctionnaires, les autres, l'IRSN étant plutôt en contrat de droit privé. D'ailleurs, ni les uns ni les autres ne veulent changer de statut. Mais on sait très bien que dans une fusion, la réalité, c'est que c'est plutôt le droit privé qui pourrait prendre le pas dans quelques années sur les fonctionnaires et donc sur les fonctionnaires de l'ASN. Donc c'est une question. Et dernière, je reviens, je crois que c'est une ou deux collègues qui ont posé la question. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous allez être prêt au 1er janvier 2025 ? Par exemple, il y a 12 groupes de travail, je sais qu'ils travaillent sur la fusion. J'en prends un sur les questions informatiques. Vous avez 50 logiciels, l'IRSN aujourd'hui 400. Et quand on interroge les salariés qui connaissent bien mieux le métier que moi et qui sont au turbain tous les jours, ils vous disent qu'en une année, ce sera impossible de tout mettre à l'ordre du jour. Donc là, vous voyez. Et puis, il y a une dernière, je le fais. Il va y avoir des fortes questions sociales dans la future autorité. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de négocier avec vous. Et demain, et vous l'avez dit, votre mandat va arriver. Quel va être en réalité, sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer, sachant que les promesses qui sont faites aujourd'hui ne seront plus par les hommes de demain. Et donc là, il y a des véritables questions. Et on ne pourra pas tout renvoyer à la négociation sans que le législateur ait son mot à dire. Je le dis aussi dans le débat législatif. Je vous remercie. Merci Fabien. Daniel Gremillet. Oui, merci Présidente. Monsieur le Président, le Sénat en 2023 avait déjà mis un certain nombre avait alerté sur l'aspect sécurité et sûreté, avec le climat, la cyber, etc. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on va vers deux nouvelles générations nucléaires, 4e génération. Le principal interlocuteur jusqu'à présent était EDF. Demain, ça sera plus que... Il y aura d'autres interlocuteurs. Donc, ça va être un peu plus complexe. Pensez-vous que le texte tel qu'il est rédigé permette d'apporter à la fois sécurité et sûreté sur ce nouveau nucléaire? Il y a le côté humain. Côté humain, on tombe mal. On est dans un contexte international où tout le monde relance le nucléaire. Est-ce que ce projet de fusion est peut-être pour faire face à l'absence, effectivement, de capacité de trouver les femmes et les hommes qui vont être nécessaires? C'est une question, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aura sur la scène internationale les femmes et les hommes dont nous avons besoin. Une question sur la recherche. Aujourd'hui, la recherche, quand on est sur le nucléaire, elle touche à la fois l'énergie, elle touche le militaire, elle touche la santé. Est-ce que le texte tel qu'il est n'appauvrit pas ce domaine de recherche pour le futur? Et enfin, dernier point, ce texte, il doit être vivant. On est parti sur des investissements très lourds. Il nous faut gérer à la fois la prolongation, la fin de vie des centrales et puis toutes ces nouvelles générations de nucléaire. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire que certains articles puissent être des avenants possibles pour rendre vivant dans le temps ce texte de fusion et de mission de la future ASNR? Franck Montaugé. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Je voudrais aborder deux points.
Le rapporteur Pascal Martin a évoqué en priorité la question de l'humain, à l'écoute des personnels de l'IRSN en particulier. Il semblerait qu'il y ait des départs, un nombre important de personnel de haut niveau, donc qui feront forcément défaut dans la future configuration, qu'elle soit celle de la fusion ou pas. Est-ce que vous confirmez cela ? Et qu'est-il mis en place pour retenir autant que faire se peut, parce que c'est nécessaire, les personnels concernés. Deuxième point qui n'a pas du tout été abordé ce matin, me semble-t-il, la question des moyens. Des moyens à court terme, mais à moyen terme, compte tenu du programme de travail qui se profile, notamment avec le nouveau nucléaire. La loi de finances 2024 prévoit des augmentations budgétaires, mais répondant, je dirais, au cadre organisationnel actuel. Je n'ai pas su voir dans l'étude d'impact les perspectives budgétaires pour les années à venir, la planification budgétaire, la programmation budgétaire, lié à cette réforme ou ce projet de réforme important. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, étant entendu que je comprends, mais j'en doute, que l'objectif de faire des économies, globalement, n'est pas priorisé, ou exposé en tout cas en tant que tel à ce stade. Voilà. Merci pour votre réponse. Alors, dernière question, Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, une récente tribune dans le journal Le Monde s'inquiète que le projet de fusion serait contraire aux objectifs de sûreté et de maintien de la confiance, car il conduirait à mettre fin à l'indépendance de l'expertise par rapport à la prise de décision en matière de sûreté nucléaire. Indépendance actuellement assurée, outre l'existence de deux structures distinctes, par une disposition légale prescrivant la publicité des avis de l'IRSN. Les avis resteront-ils publics ? Voilà, Monsieur le Président. Donc, on a bien conscience que ça va vous être très difficile de répondre à l'ensemble de ces questions, d'autant plus qu'on va avoir l'audition de Monsieur Niel dans quelques instants. Mais peut-être vous pouvez un petit peu synthétiser et apporter quand même quelques éléments. Combien de temps exactement ? Écoutez, l'audition est prévue à 11 h. On peut un petit peu déborder, mais pas trop non plus. 10 minutes. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces questions. Bon, tout d'abord, je tiens à rappeler que je suis le président de l'autorité de sûreté nucléaire et que c'est un projet qui est présenté par le gouvernement. Il y a un certain nombre de questions que vous avez posées que je trouve tout à fait légitimes et je pense qu'elles seraient tout à fait légitimes à être posées au gouvernement, qui est à l'initiative de ce projet et qui a préparé non seulement le texte, mais qui a aussi élaboré l'étude d'impact. Vous avez posé un certain nombre de questions. Et donc, il m'est difficile de me substituer au gouvernement en tant que président d'une autorité indépendante du gouvernement. Est-ce que la réforme, si elle était décidée, créerait un risque de désorganisation ? Mais oui, je ne connais pas de réforme, et en plus de réforme de cette nature, qui ne comporte pas, au démarrage, au moins, un risque de difficulté. C'est inhérent à la réforme. Faut-il ne jamais réformer au motif qu'une réforme crée des dysfonctionnements ? C'est à vous de décider. Mais je pense qu'il faut y réfléchir. Nous sommes face à un enjeu, je l'ai dit dans mon introduction, qui est tout à fait inédit. Est-ce que l'organisation actuelle pourrait faire face ? Vous avez dit qu'il faudrait peut-être comparer la manière de faire évoluer l'organisation actuelle, indépendamment de l'idée de fusionner. Je crois que c'est dans l'étude d'impact. C'est au gouvernement de répondre à cette question en termes de comparaison d'un choix qui aurait été possible. En revanche, je dis que face aux enjeux auxquels nous nous trouvons, qui sont vraiment inédits depuis 50 ans, on ne pourra pas faire face si on maintient l'organisation exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Ça est trop frictionnel, il y a trop de complexité, ce n'est pas possible. Et nous sommes à des enjeux qui sont nouveaux. Ça a été, je ne citerai pas bien évidemment les questions qui ont été posées, en tout cas ceux qui les ont posées, mais c'est tout à fait juste que nous sommes également devant un contexte, un environnement qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes dans un système que nous pouvons qualifier de 3 x 1. Il y a un seul exploitant nucléaire. Il a une seule technologie, les réacteurs à eau sous pression. Il n'a qu'un seul usage, il produit l'électricité.
Nous sommes aujourd'hui en contact avec plus d'une quinzaine de start-up qui portent des projets de nouveaux nucléaires, des SMR, des AMR, des petits réacteurs. Il n'y a qu'à travers cette diffusion de nouveaux réacteurs, bien évidemment si elle est acceptée, qu'il pourra y avoir une véritable décarbonation de l'industrie pour pouvoir non pas produire de l'électricité, mais de la chaleur, qui est de la chaleur dans les usages industriels, avec des tout petits réacteurs. C'est quelques mégawatts par rapport à un EPR qui fait 1650 mégawatts. Bien sûr, il y a plein de questions qui se posent en matière de sécurité, sûreté. J'ai dit de manière intégrée, il faut le faire. Il y a les questions de l'acceptabilité, d'avoir des micro-réacteurs qui sont plutôt diffus. Mais les modes d'instruction de ces projets n'ont plus rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd'hui. Nous n'avons que 4 grands exploitants nucléaires aujourd'hui. EDF, Orano, le CEA et l'Andra. Nous avons du temps. Nous avons des gens que nous connaissons, qui ont une expertise. Demain, ce n'est pas du tout ça. Nous avons des gens qui sont extrêmement agiles, d'ailleurs. Il faut dire qu'ils sont très agiles. Ils développent des concepts qui n'existent pas, sur lesquels parfois on n'a même pas d'expérience. Il y a 4 projets de SMR qui sont très développés. Il n'y en a qu'un seul qui est un réacteur à eau sous pression. 3 technologies que nous ne maîtrisons pas totalement. Il va falloir investir devant de nouvelles compétences. Vous croyez qu'on va trouver des compétences sur ces 3 réacteurs nouveaux, même d'autres, en mettant à l'IRSN et à l'ASN, parce qu'il va falloir que quelqu'un fasse l'expertise sur cette nouvelle technologie et quelqu'un qui évalue le résultat de l'expertise. L'efficacité, c'est d'avoir qu'une seule ressource qui est rare, qui sera difficile à recruter. On dit qu'il y a des personnes qui partent de l'IRSN aujourd'hui. C'est vrai, il y a des gens qui partent de l'IRSN. Mais d'abord, il faut regarder le nombre de gens qui partent. Ce n'est pas des fuites en avant. Il y a un nombre plus important de départs qu'auparavant. Et ce sont des gens qui se sont vus proposer des conditions salariales, dans les exemples qui m'ont été donnés, qui n'ont rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Certains ont vu des propositions d'augmentation de salaire de 90%. Un expert de l'IRSN s'est vu proposer de reprendre sa charge de prêt immobilier de 200 000 € qu'il avait. Qui le demande ? Ce sont les gens de la filière nucléaire, les start-upers, qui veulent des compétences. On n'a pas ces compétences aujourd'hui en France pour pouvoir développer leurs projets et nous leur demandons, nous leur disons, vous avez besoin de démontrer votre capacité technique et financière à être de futurs exploitants. Eh bien, ils recrutent. Ils recrutent à l'IRSN, là où il y a des expertises. Ce n'est pas lié au projet de fusion. On explique que oui, c'est la fusion qui crée. Non, non, non. Les conditions de marché du travail dans la sûreté nucléaire sont telles qu'aujourd'hui, on chasse les experts de l'IRSN. Et ça arrivera quelle que soit la solution que vous choisirez de retenir. Parce qu'il y a un problème de ressources rares qui nous concerne bien évidemment également. Vous avez évoqué plusieurs questions sur la recherche. Je n'ai pas répondu à la question précédente sur la recherche. Bien évidemment que la recherche, elle est absolument indispensable, notamment en termes de lien entre la recherche et l'expertise. Et une autorité future devra avoir une ambition pour la recherche. Et je suis convaincu que la future ASNR aura une ambition forte pour la recherche et que les partenariats de recherche, y compris avec les exploitants, devront être préservés. Et on ne peut pas imaginer d'avoir effectivement une vision sur les enjeux de sûreté si on n'est pas adossé à une capacité d'anticipation de ces enjeux qui repose notamment sur la recherche, et y compris la recherche partenariale. Donc il faudra avoir une ambition forte pour la recherche. Et il faudra avoir une ambition forte qui sera adossée à des contrats avec, bien sûr, des partenaires étrangers et des partenaires industriels. La loi prévoit un certain nombre de dispositions en matière de reconnaissance de la future autorité en tant qu'organisme de recherche. Il y a eu vraiment un examen en profondeur de toutes les dispositions qu'il fallait introduire par la loi pour qu'il n'y ait aucun frein au maintien de la capacité de recherche actuelle de l'IRSN dans la future structure, tant en termes de recrutement de chercheurs, de thésards, de reconnaissance de la future entité de recherche de l'autorité au niveau international, l'évaluation HCRS, tout ceci est dans le projet de loi. Et donc il y a eu une précaution particulière pour qu'il n'y ait pas de perte de la recherche. La recherche, c'est bien celle qui va éclairer les enjeux de l'expertise pour le futur. Le fait d'avoir dans une même autorité une capacité de recherche, d'expertise, de mesure des effets dans l'environnement sera une force par rapport aux enjeux du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous avons, la responsabilité de la prescription des conditions de prélèvement d'eau et de rejet, par exemple. Nous avons des moyens de mesure dans l'environnement, bien sûr, de ce qui se passe en matière de rejet. Et l'IRSN a une capacité, nous avons une capacité d'expertise interne, l'IRSN a une capacité d'expertise et elle a des moyens de recherche dans le domaine du réchauffement climatique.
tout cet ensemble-là, sur la totalité de la chaîne de l'analyse prospective des enjeux et des impacts du réchauffement climatique, jusqu'à sa traduction dans les dispositions réglementaires qui s'imposeront aux exploitants, tout ça sera dans une même chaîne de commandement et de décision. Je pense que c'est important, ça peut être une force pour la future autorité. Je n'ai pas parlé de sujets liés alors, il y a beaucoup de sujets concernant les salariés. Les salariés, il y a aussi dans le projet de loi toute une série de dispositions, vous l'avez vu, pour maintenir la totalité des statuts qui existent. C'est vrai qu'il y a des statuts de droit privé au sein de l'IRSN et il y a des statuts de droit public au sein de l'ASN. Le projet de loi, et ça a été un des sujets, tout à l'heure, elle m'était demandé, est-ce que nous avons été associés au projet? Oui, on a été associés à l'élaboration du projet, et c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté pour conserver la diversité des statuts dans la future autorité, non seulement à sa création, mais également dans son fonctionnement futur, pour pouvoir recruter dans tous les statuts. C'est une richesse pour la future autorité. Ce n'est pas un risque de substitution, c'est une richesse. Parce que pour pouvoir avoir des chercheurs, ce n'est pas forcément des chercheurs qui ont un statut particulier. Il faut balayer la totalité des statuts. Il faut préserver les statuts publics comme préserver les statuts privés. Le texte de loi le prévoit. Et je pense que c'est une force dans la future autorité. Et donc c'est un élément qui me paraît répondre aux objections qui ont été formulées en ce qui concerne les statuts. Est-ce que ça va complexifier le fonctionnement? Mais bien évidemment, avec toute cette diversité de statuts, ça va être compliqué. Mais si on s'arrête à chaque fois que c'est compliqué, c'est plus à peine, si vous voulez. Aujourd'hui, on a déjà des statuts qui sont divers au sein de l'autorité de sûreté nucléaire. On a déjà des associations avec différents publics. On a des fonctionnaires, mais on a aussi des personnes qui sont de statut privé et qui sont mis à disposition au sein de l'ASN. Et d'ailleurs, il y a ces statuts privés mis à disposition de l'ASN comportent une bonne partie qui sont des gens de l'IRSN. C'est faux de dire qu'il y a des cultures différentes. Il y a des fonctionnements croisés, des échanges des personnels de l'IRSN qui viennent travailler 3 ans à l'ASN, qui repartent à l'IRSN, et réciproquement. On a le même type de fonctionnement et le même type d'approche sur les sujets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments que j'ai entendus ici, et je terminerai là-dessus, parce que je vois que nous sommes pris, et je serais vraiment ravi de répondre à vos questions, à vos autres questions, éventuellement dans un autre cadre, mais il y a beaucoup de sujets qui sont mis en avant, qui ont, il faut le dire d'une certaine manière, plutôt vocation à vous effrayer. Je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ça. Et je suis absolument convaincu que, bien évidemment, il faut écouter les gens, et il faut intégrer ces appréhensions ou ces craintes, et il faut trouver des solutions. Mais par rapport à ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire à la mise en place d'un système qui soit efficace, un système qui ne brade pas le niveau de sûreté. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de supprimer un certain nombre de points de faiblesse que nous avons aujourd'hui. J'ai parlé des doublons, j'ai parlé de la friction dans le fonctionnement, j'ai parlé de la divergence qui peut exister entre 2 entités séparées qui peuvent avoir des options différentes en matière de pilotage, en matière de priorité. Mais c'est la vie. C'est la vie. Si on veut éviter ça, il faut effectivement avoir une certaine unité, une entité resserrée. Et ce n'est pas parce qu'il y a une entité resserrée qu'on brade le niveau d'exigence. C'est une peur. On met en place, j'ai vu les tribunes comme vous, on met en avant toute une série de peurs. Le système va s'effondrer dans les 10 à 15 ans s'il y a une fusion. Qui le croit vraiment? C'est une peur. Ça n'a aucun sens. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je suis conscient que je n'ai pas répondu à l'ensemble de vos questions, mais je suis à votre disposition pour aller plus loin. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez peut-être pas répondu à toutes les questions, mais vous avez quand même apporté des précisions importantes à nos 2 commissions. Voilà, je laisse le soin à ma collègue si elle veut conclure. Merci. Non, je m'associe au remerciement du président Longeau. Vous avez été fort complet d'ores et déjà, et je crois que vous avez permis de satisfaire un certain nombre de nos collègues qui se posaient des questions tout à fait légitimes. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur le Directeur. Merci.
Bien, mes chers